Parfois on réfléchit, parfois on sourit. Ici Radio-Canada, première. Bon, là, c'est un sujet assez sérieux parce que ça va plaire à Normand, ce sujet, j'en suis certain. J'ai parlé avec le docteur Turcotte à l'entrée et c'est vraiment un sujet passionnant, vous allez voir. Alors, les médicaments sont la troisième cause de décès dans les pays riches. Docteur Fernand Turcotte, vous êtes professeur au département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval. Comment on explique ça, que les médicaments sont la troisième cause de mortalité en Occident? Bonjour d'abord. Bonjour. De fait, on ne l'explique pas encore puisque nous ne sommes pas nombreux à connaître ce désastre de santé publique. Et pourquoi on est ici? Pourquoi c'est si peu connu finalement? Pour un certain nombre de problèmes, mais notamment, il y a une dizaine de mythes auxquels on carbure tous et qui nous empêchent de voir la vérité. Notamment, en commençant avec le premier, les médicaments coûtent cher parce que la recherche et la mise au point coûtent cher. Mais c'est un mensonge, puisque la recherche fondamentale, c'est vrai qu'elle coûte cher, mais elle est essentiellement payée par nous, les contribuables. Des percées en matière de recherche sortant de la recherche d'industrie pharmaceutique, ça remonte au début des années 60. Donc, un demi-siècle en arrière. Deuxièmement, on nous explique qu'il faut accepter de payer des fortunes pour nos médicaments puisque le développement de l'innovation... ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais encore là, ça, c'est de la bouillie pour les chats, c'est un mensonge. De fait... on nous dit que même quand les médicaments coûtent cher, ça reste un choix économique rationnel parce que ça permet d'économiser la souffrance puis d'économiser d'autres ressources. Ça aussi, c'est pas vrai. Et est-ce qu'ils sont vraiment testés, par exemple, avant d'être mis en marché? Non, ça, c'est un autre... C'est le problème de fond. L'industrie a réussi à comprendre comment contourner tous les mécanismes qu'on avait mis en place au cours d'un demi-siècle pour protéger la population contre des médicaments dangereux ou défectueux. Et c'est au point où des leaders de la profession recommandent aux médecins d'éviter de prescrire un médicament qui n'est pas sur le marché depuis au moins 7 ans. C'est pas normal. Si les médicaments avaient été évalués correctement, on n'aurait pas à prendre cette précaution-là. Et ils vont même plus loin. Ils disent aux patients, quand un médecin vous offre un médicament, informez-vous. S'il est sur le marché depuis moins de 7 ans, refusez-le. Puis les effets, on dit aussi que les effets secondaires sont moins indésirables que les symptômes traités. Est-ce que c'est vrai? Non. De fait, les effets... chaque fois qu'on utilise un médicament, on doit faire la comparaison entre l'effet bénéfique recherché et les effets secondaires qui provoquent tous. Okay? Tous les médicaments ont des effets secondaires qui sont indésirables, qu'on essaie bien sûr de réduire au minimum, mais de la comparaison entre l'avantage et le risque d'inconvénient, ou le risque de l'inconvénient est mis bien sûr en relation avec le risque de la maladie si on ne la traitait pas. Il faut que vous sachiez que ces informations-là sont de moins en moins accessibles. Et non seulement elles sont moins accessibles, mais on a, si vous voulez, des preuves que, en présentant aux agences de réglementation des médicaments leur demande d'autorisation de mise en marché, les compagnies n'hésitent aucunement à camoufler les résultats indésirables. Mais est-ce que vous comme les décès ou les complications graves, etc. Et c'est sur une si large échelle que les scientifiques ont fini par s'apercevoir qu'on ne pouvait même plus se fier à nos périodiques scientifiques. Mais donc, il y a une corruption, là. Il y a une corruption tellement profonde et systématique que Peter Gurch... C'est l'auteur du livre que vous avez traduit. C'est ça. Peter Gurch, qui, de fait, a déjà vu neiger, puisqu'il a fait une partie de sa carrière dans l'industrie pharmaceutique et son autre partie comme chercheur en médecine, elle dit qu'il faut penser en termes de révolution pour se sortir de ça. Et ça, là, c'est un problème qui concerne tous les pays riches. Et quand il parle de révolution, là, il veut dire des choses semblables. Il faut d'abord abolir les brevets en pharmacie.
Mais ça, c'est une vraie révolution. Ouais. Deuxièmement, interdire toute recherche clinique à l'industrie pharmaceutique. Toute recherche portant sur des êtres humains, là, leur interdire ça. Troisièmement, leur interdire tout marketing. Pour le motif très simple que lorsqu'un médicament ou un vaccin S'il est est bon, bon, il n'y a pas besoin de publicité. Exactement. Et les médecins sont rapidement mis au courant. Mais maintenant, à cause des brevets, on est encombré de médicaments d'imitation. Ce qui a fait la fortune d'un fabricant X. Bon, ben, de fait, Là, vous parlez des génériques? Non, je parle là, des médicaments patentés. OK? Parce que c'est l'autre mythe, ça, c'est que, de fait, l'industrie dit, ben, nous autres, on fonctionne selon les règles du marché. C'est pas vrai. Je veux dire, ce qui est fait, l'extraordinaire, l'obscène prospérité de l'industrie, c'est les brevets. Et les brevets créent de fait un monopole. Ça dure combien d'années, un brevet en pharmacologie? Cinquantaine d'années? Non, c'est pas si long que ça. Mais on fera toutes sortes d'efforts pour, si vous voulez, remodifier, rajouter, si vous voulez, un atome de chlore, une position différente sur le noyau. Et puis là, de fait, on a un nouveau brevet, etc. Et ça finit par créer des situations où le fabricant détient littéralement un monopole. Donc, ça l'autorise à vendre ça ce qu'il veut. Et c'est d'autant plus facile que, dans bien des cas, les clients sont des gens qui sont confrontés à la possibilité de mourir prématurément, ce qui fait qu'ils sont faciles à exploiter. Et on les exploite. Normand, vous vouliez pas... Ce type de corruption dont vous parlez, là, il y a quelque chose de singulier dans le cas où vous évoquez les médicaments, l'industrie pharmaceutique, c'est que ça réussit à porter atteinte à quelque chose d'extrêmement précieux qui est la méthode scientifique, la vérification expérimentale, la publication dans des revues sérieuses. Moi, je me souviens, je vous le disais tout à l'heure, d'avoir lu il y a quelques années que le New England Journal of Medicine, un des meilleures publications en médecine, avait fait un moment donné une éditoriale disant on n'arrive plus à trouver des gens pour recenser les articles indépendants de l'industrie pharmaceutique. C'est qu'on a commencé à toucher à quelque chose qui est au cœur de la vie démocratique, la méthode scientifique, l'expérimentation, le test. On a réussi à tout contourner ça. J'aimerais vous entendre sur comment ils s'y prennent et l'effet que ça a. Ben, c'est une des révélations les plus étourdissantes de Goethe. Nous, les professionnels de la santé, avons toujours eu confiance qu'on était protégés contre la fraude, la tricherie, par ce qu'on appelle la révision par les pairs. Or, la révision par les pairs est extrêmement facile à corrompre. Il y a à la fois des conflits... l'humain étant l'humain, donc... oui, mais de fait, il y a... D'abord, les pairs, très souvent, sont évidemment des célébrités, des experts, des gens qui se sont fait une réputation pour avoir mis au point une nouvelle maladie ou une nouvelle molécule. Ben, de fait, les autres, ça, là, ils peuvent être... si vous voulez, exposé à avoir un conflit d'intérêts d'ordre intellectuel. Mais il y a aussi, bien sûr, les enveloppes brunes, qui prennent la forme, par exemple, parfois d'octroi de recherche. Ah oui, c'est vraiment les mœurs de la mafia, avec la grande différence, c'est que les mafieux ne se tuent qu'entre eux. Parce que là, on tue les autres. Exact. Okay. Primo. La deuxième la corruption à laquelle M. Bayerlot faisait allusion est tellement répandue que le New England Journal of Medicine, qui est le genre de périodique auquel tous les chercheurs rêvent de faire au moins paraître une fois un article, a perdu au cours des 15 dernières années 2 rédacteurs en chef qui ne se sont pas contentés de démissionner, mais ils ont écrit un volume pour expliquer pourquoi ils partaient. Okay. Et dans les deux cas, c'était parce qu'il se trouvait tout à coup comme rédacteur en chef, devenu incapable de garantir l'honnêteté de ce qui était contraint de publier. La troisième des conséquences, c'est que quand un auteur publie un article, il prend l'engagement de rendre son protocole accessible à n'importe quel autre chercheur de bonne foi qui veut le consulter, et il en va de même pour ses données primaires. Mais alors, nous, excusez-moi, je vous interromps, mais qu'est-ce qui arrive avec des gens comme les gens de Santé Canada ou bien la FDA aux États-Unis? Qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? On ne peut pas leur faire confiance non plus? Mais là, de fait, les gens de Santé Canada souffrent du même problème que la FDA. La FDA n'est plus fiable puisqu'elle est corrompue à l'os. Et ça, c'est un cadeau empoisonné que nous a apporté l'abominable clown que les Américains avaient choisi comme président. En élisant Ronald Reagan.
Et de fait, on affame les organismes de réglementation, de telle sorte qu'ils n'ont plus les moyens concrets de faire leur travail. Et l'industrie pharmaceutique, par ailleurs, va envoyer, si vous voulez, 700-800 000 pages de documentation pour justifier une autorisation, ce qui excède tous les moyens qu'ont ces agences-là qui sont déjà, si vous voulez, affamées. En fait, en coupant dans les subventions, en coupant dans tout ça, inévitablement, on joue le jeu donc des pharmaceutiques. Bien sûr. Et en plus de ça, il y a de plus en plus d'articles qui paraissent dans la littérature scientifique qui n'ont pas vraiment été réalisés par ceux qui apparaissent comme auteurs. Oui, Ce qui est un crime. Mais la pratique, si vous voulez, d'endosser des articles écrits par des écrivains anonymes, qui sont souvent des gens du marketing d'une société pharmaceutique, est tellement répandue que, de fait, on est complètement... ça permet de comprendre pourquoi on peut justifier la documentation scientifique. Avocat du diable ici, comment on fait pour créer une machine qui imprime des milliards qui, dans le fond, sert à tuer ses propres clients? C'est un peu absurde. Oui, c'est absurde. Oui. C'est absurde. Maintenant, c'est l'état de la situation. Écoutez, de savoir que la troisième cause de mortalité dans les pays riches, c'est les médicaments, de fait, il faut réagir. Okay? Ça, on peut résoudre ça, cette affaire-là, rapidement. Et c'est au fond la proposition de Goethe. Il faut faire cette révolution-là. Et nous sommes actuellement le premier pays riche confronté à cette conséquence-là. On explique notre incapacité de payer les frais de santé par le vieillissement de la population. C'est un mensonge. Un autre. Un autre mensonge. On a des preuves qui montrent que le vieillissement en soi, elle n'a pas d'impact sur les coûts. Ce qui est en train de nous mettre en faillite, c'est l'explosion des coûts de pharmacie. Des coûts des médicaments. Des pharmaceutiques. Moi, ça m'étonne que vous marchiez encore sans garde du corps. Et Dr Fernand Turcotte, professeur au département de médecine sociale et préventive à l'Université Laval, vous avez traduit ce livre qui s'appelle « Remèdes mortels et crimes organisés » du médecin et chercheur danois Peter Goetsch. Est-ce qu'on prononce? Oui, on prononce Goetsch. Et c'est publié à l'Université Laval. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'industrie pharmaceutique, sur tous les mythes et sur tous les mensonges, eh bien, je crois qu'il faut se plonger dans ce livre. Merci, Dr Turcotte. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Ici et ailleurs. Ici Radio-Canada, première. Bon, moi, je ne prends plus de médicaments. C'est fait. On arrête ça tout de suite. Il faut prendre des médicaments, vous vous dites êtes malade. Bonne idée. Bonne idée. Là, actuellement, il y a une tendance lourde là, de traiter les facteurs de risque avec des médicaments, comme le cholestérol, l'ostéoporose. C'est fou raide. C'est fou raide. Le concept... non, mais le concept de facteur de risque, c'est une notion épidémiologique qui a d'utilité que pour des populations, mais jamais pour des particuliers. Et un médicament comme les anticholestérol, comprenez-vous, ce que ça détruit, ce que ça détracte, c'est la synthèse de notre cholestérol interne dont on a besoin. Docteur Turcotte, les auditeurs vont lire votre livre parce que là, c'est le tour de monsieur Baillargeon, qui est tout à fait d'accord avec vous d'ailleurs. Alors, le sophisme de la semaine, mon cher Normand. On a reçu quelques propositions et un monsieur appelé Louis-Philippe Alain